Dans un vieux cabinet médical, j'ai mentionné mon nom de famille. Il est soudainement devenu pâle et a demandé « Le vôtre est-il José Rez ?» J'ai été surpris. Oui. Pourquoi? Elena a 50 ans et a depuis longtemps cessé d'attendre des surprises de la vie. Chaque matin pour elle est le même, réveil à 6 heures, une tasse de café noir fort avec du lait, et du pain de sal avec du fromage. Alors qu'à l'extérieur de la fenêtre Manny se réveille lentement, son appartement à San Juan, une unité de 3 chambres avec de hauts plafonds et de vieux parquets qui grinçaient à chaque pas, a été hérité de sa grand-mère. Elena adore cet appartement. Il sent la maison, un endroit réel, chaleureux et familier. Dans la cuisine, les rideaux avec de petites fleurs que sa grand-mère a suspendues il y a des dizaines d'années sont toujours accrochés, elle n'a pas pu les remplacer. Sur le rebord de la fenêtre, il y a des violettes africaines. À côté se trouvait une vieille radio qu'elle allumait par habitude, même si elle ne l'avait pas écoutée depuis longtemps. Sur le chemin du travail, Elena conduit sa Toyota Vio argentée qu'elle a achetée il y a 1 an. Elle est chef comptable dans une grande entreprise, F-Build Components Incorporated, qui fabrique des pièces pour l'équipement de construction. Elle travaille depuis 23 ans dans la même organisation. Elle a commencé comme simple comptable, est devenue adjointe, et au cours des 8 dernières années, elle a dirigé l'ensemble du département des finances. Ses collègues la respectent pour sa méticulosité et son calme. Son patron, Monsieur Santos, un homme gros dont la cravate est toujours lâchement nouée et dit ceci d'elle, Elena est notre fondation. Tant qu'elle est là, je dors sur mes 2 oreilles. En plus de l'appartement, elle possède également une maison de repos à Taguete, à 4 km de la ville. Une petite maison en bois sur un terrain de 400 mètres carrés. Les parents d'Elena l'ont achetée dans la dernière décennie des années 80. Son père, Meng Pablo, avait toujours de la place pour rassembler quelque chose chaque été, parfois une cabane, parfois une nouvelle véranda. Il est décédé il y a 1 an, mais la cabane est toujours debout, légèrement inclinée avec des balustrades sculptées qu'il a fabriquées lui-même. Sa mère, Aline Flora, est toujours en vie, elle a 74 ans. Elle vit seule dans un appartement d'une chambre de l'autre côté de la ville, mais elle appelle Elena tous les jours. Il y a exactement 7 ans, Elena a divorcé de son premier mari alors qu'elle avait 42 ans. Polo, son nom, n'était pas une mauvaise personne. Il semble qu'il soit simplement arrivé au point où il ne pouvait plus se voir. Il rentrait du travail, dînait et s'asseyait devant l'ordinateur. Elena rentrait du travail, dînait et s'asseyait pour ses rapports. Chaque week-end, ils étaient silencieux. Un jour, en prenant son petit déjeuner, elle a regardé Polo et a réalisé qu'elle ne se souvenait pas de la dernière fois où ils s'étaient parlé honnêtement, non pas des factures, non pas de l'entreprise, mais juste d'eux deux. Leur divorce a été calme, sans scandale. Ils ont partagé les biens et se sont serré la main. Polo a déménagé dans une autre ville et s'est remarié. Elena s'est retrouvée seule. La chanson Years of Solitude est plus effrayante à écouter que ce qui s'est réellement passé. Elena n'a pas souffert. Elle a un travail, une mère, des amis et une maison de repos. Chaque samedi, elle va au marché. Aline Tamara achète du fromage blanc frais à sa cliente, qui lui réserve toujours le meilleur produit. Chaque semaine, elle rend visite à sa mère, lui apporte des courses et prépare le déjeuner. En été, elle est occupée dans son jardin à Taguete, tomates, concombres, fraises. Tout est fluide, calme, prévisible. Pourtant, parfois la nuit, quand l'appartement était silencieux et que le sol cessait de grincer, quelque chose l'enveloppait, non pas de la tristesse, mais le sentiment que la vie passait simplement comme un train devant la fenêtre et qu'elle ne faisait que la regarder de derrière le rideau. Sans monter à bord. José est entré dans sa vie en novembre lors de la fête d'anniversaire de Teresa, une ancienne collègue. Teresa a préparé une fête chez elle. De la nourriture était placée dans le grand salon, des bougies étaient allumées et une musique douce passait. Il y avait 5 invités, la plupart étaient des femmes, mais le mari de Teresa avait aussi des hommes là-bas, certains de ses amis et José, que Teresa a présenté comme une très bonne personne, un ingénieur. Il a 56 ans mais paraît plus jeune, musclé, de taille moyenne, avec une coupe de cheveux soignée et des yeux bruns au regard apparemment vif. Bien qu'à l'époque Elena pensait que ce n'était qu'une simple attention. Ses vêtements étaient simples mais propres, un jean foncé, un col roulé et des chaussures propres. Ses mains étaient sèches et chaudes, Elena l'a remarqué quand il lui a tendu un verre de vin. Ils ont discuté près de la fenêtre pendant que les autres dansaient. José a parlé de son travail, conception, plan, client.
Il parle calmement, sans vantardise. Il a interrogé Elena sur sa vie et a été surpris, il a écouté. Il a vraiment écouté sans hocher la tête tout en regardant son téléphone portable, mais en la regardant dans les yeux. Il a posé des questions de suivi et a souri de temps en temps. Lorsqu'elle lui a parlé de la maison de repos et de la cabane de son père, il a dit, les balustrades sculptées sont un travail sérieux. Votre père doit savoir fabriquer des choses de qualité. Et Elena a soudainement ressenti de la chaleur à ses mots. Il a demandé le numéro d'Elena, a appelé après 2 jours et l'a invitée à faire une promenade sur le Baywalk, puis dans un café, et ensuite au théâtre. José ne se pressait pas, n'insistait pas. Il offrait des fleurs non pas en bouquet mais une par une, parfois une marguerite, parfois une tige de jasmin enveloppée dans du papier journal. Une fois, il est venu avec un pot de confiture de mangue faite maison. De la province, donnée par un ami, a-t-il dit. Goûte. Elena a goûté. La confiture était épaisse avec de gros morceaux de mangue. Très vrai. Bien sûr, les amis parlaient de lui. Isabelle, sa collègue et amie la plus proche, a dit prudemment, Elena, ne te presse pas, apprends d'abord à mieux le connaître. Mais Teresa, qui les avait présentés, a juste agité la main. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à reconnaître? Un homme intelligent, travailleur, sans vice. C'est difficile de trouver quelque chose comme ça à notre âge. La mère d'Elena était heureuse quand elle a rencontré José. José a apporté une boîte de polvorons et a discuté avec elle pendant une demi-heure de plantation. Aline Flora a appelé sa fille et a dit, Elena, enfin, un homme bon. Calme-toi. C'est ce dont tu as besoin. Ne le laisse pas partir. 6 mois plus tard, José a fait sa demande. Pas de bague, pas de restaurant, juste une simple soirée dans la cuisine en prenant un café. Il a dit, Elena, je suis heureux quand je suis avec toi. Je veux être comme ça tout le temps. Marions-nous. Elle a accepté. C'était calme à l'hôtel de ville, juste deux témoins et un bouquet de roses que José avait acheté dans un magasin de fleurs près de la station de MRT. Après le mariage, ils sont allés au restaurant, une simple célébration pour eux 4. Elena portait une robe qu'elle avait sortie du placard pour la dernière fois il y a 5 ans, elle était un peu lâche maintenant mais lui allait toujours bien. José l'a regardée et a dit, tu es belle. José a emménagé dans son appartement. Il n'avait que quelques affaires, 2 valises et une boîte de livres. Il a loué son appartement d'une chambre à l'extérieur de la ville. Il est facilement devenu une partie de la vie d'Elena comme s'il avait toujours été là. Le matin, il se réveillait plus tôt, il préparait le café et faisait frire des œufs. Le soir, il l'accueillait au retour du travail si elle était à la maison. Chaque week-end, il allait à la maison de repos. Il réparait la clôture et remplaçait le toit de l'entrepôt. Il peignait la cabane sans qu'on le lui demande. Au début, Elena était nerveuse, c'était le travail de son père, ses propres mains. Mais José peignait avec soin, utilisant la même peinture, la même couleur, et n'a même pas rayé les balustrades. Le bois devait être protégé, a-t-il expliqué, sinon il pourrirait dans quelques années, et le cœur d'Elena s'est adouci. Il emmenait sa mère chez les médecins. Aline Flora souffrait d'arthrite au genou et avait du mal à se rendre au rendez-vous. Elena avait l'habitude de s'absenter du travail, d'appeler un taxi et d'être nerveuse. Maintenant, José appelle et dit, Aline Flora, demain à 10h, c'est votre rendez-vous avec l'orthopédiste. Je viendrai vous chercher à 9h30. Ne soyez pas en retard. Sa mère était ravie. De lors, pas un gendre, ne cessait-elle de dire dans chaque conversation qu'elles avaient. Les 2 premières années s'étaient bien passées. Presque aucun problème. Elena se surprenait à sourire sans raison parce que la maison n'était plus silencieuse, parce qu'elle avait quelque chose à raconter sur un client agaçant, sur un nouveau type de tomate ou sur un incident amusant à l'épicerie. José écoutait, hochait la tête et lâchait occasionnellement une plaisanterie. Ses blagues étaient calmes, un peu démodées, mais Elena les aimait. La seule chose qui était un peu dérangeante était l'argent ou plutôt, le manque d'argent de la part de José. Il disait qu'il travaillait en freelance. Il acceptait des travaux par projet, il faisait des dessins pour certaines entreprises. Mais en 2 ans, Elena n'avait jamais vu un seul contrat ni un seul reçu. Il remettait rarement de l'argent et seulement de petites sommes, un peu pour les courses, un peu pour l'essence. Les principales dépenses, électricité, eau, nourriture, essence et les médicaments de sa mère reposaient sur les épaules d'Elena. Elle gagne beaucoup,
presque 90 000 par mois, et elle peut se le permettre, mais elle avait quand même un ressentiment. Une fois, elle a essayé d'en parler, prudemment, un soir pendant le dîner. José, ce n'est pas un reproche. Je veux juste comprendre. As-tu des projets en ce moment? Tu n'en as pas parlé depuis longtemps. Il ne s'est pas fâché. Il ne s'est pas emporté. Il a posé sa fourchette, l'a regardée et a répondu d'une voix calme, « Elena, le marché est difficile maintenant. Les clients mettent longtemps à payer. Il est rare d'avoir de nouveaux projets. Je cherche. Tu sais que je ne suis pas paresseux. » Et puis il a changé de sujet. Il a demandé comment se passait le rapport trimestriel ou si elle avait besoin d'aide. Elena n'a plus insisté. Elle a pensé, d'accord. Cela arrive. C'est aussi difficile pour un homme de son âge. Il y a de la concurrence. Elle ne voulait pas être la femme qui réclame toujours chaque centime. Elle gagnait assez. José aidait à la maison. L'équilibre, même s'il était inégal, restait. Et puis la 3e année a commencé. Elena n'a pas immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Les premiers signes étaient discrets, presque imperceptibles. Un matin, elle s'est réveillée et n'a pas pu se lever tout de suite. Son corps semblait lourd comme si quelqu'un avait marché sur elle de manière invisible. Elle est restée allongée là pendant quelques minutes, fixant le plafond, essayant de se rappeler quel jour on était. Puis elle a lutté pour s'asseoir. Elle a baissé ses jambes vers le sol, elle a eu le vertige. Il y avait un goût étrange dans sa bouche, amer comme du métal. José a jeté un coup d'œil dans la chambre avec une tasse de thé. « As-tu mal dormi? Bois ceci. J'ai fait une tisane, ça calme les nerfs. » Le thé était chaud, fort et sentait les herbes. Elena l'a bu par petites gorgées tandis que José s'asseyait à côté d'elle sur le bord du lit et lui caressait la main. Elle pensait qu'il se souciait vraiment d'elle. Il n'allait pas seulement dans la cuisine pour allumer la télé, il était assis ici, inquiet. Mais après une semaine, cela s'est reproduit, puis une autre semaine. La faiblesse matinale est devenue une occurrence régulière, comme si quelqu'un aspirait sa force chaque nuit. Elle avait des vertiges, surtout si elle se levait soudainement. Parfois, Elena se surprenait à ne pas se souvenir de la nuit précédente. Là, elle avait dîné. Là, elle avait bu du thé. Là, José disait quelque chose et puis c'était le vide. Elle se réveillait dans son lit, épuisée, avec le sentiment que rien ne s'était passé entre le dîner et le matin, comme si quelqu'un avait coupé un morceau de temps. Elle a tout mis sur le compte de la fatigue fin d'exercice fiscal, rapport, audit, beaucoup de travail. L'âge aussi. Elle se disait, 52 ans, pas 25. Le corps se fatigue. C'est normal. José soutenait cette version. Il lui achetait des vitamines dans des emballages avec de belles étiquettes. Il posait un verre d'eau et 2 comprimés sur sa table de chevet, magnésium et B6. Tu en as besoin, disait-il. Chaque soir, il lui préparait une tisane. Sans blague, il s'assurait qu'elle la boive. Tu travailles trop dur, disait-il en dînant tout en lui coupant du pain. Tu as besoin de te reposer. Peut-être veux-tu partir en vacances. Allons à Taguétais. Tu pourras t'asseoir dans la cabane. Elena respirait l'air frais et hochait la tête. Elle pensait à la chance qu'elle avait d'avoir un tel mari. Tout le monde n'a pas quelqu'un qui remarque que vous ne vous sentez pas bien et reste à vos côtés, non pas pour critiquer, mais pour offrir une tasse de thé et une main chaude sur votre épaule. Elle ne savait pas alors que le thé était le problème. À son 5e mois de malaises matinaux étranges, Elena ne se reconnaissait plus. La femme qui, en 23 ans, n'avait jamais été en retard au travail, trouvait maintenant difficile de se forcer à quitter la maison. Chaque pas était lourd comme si ses jambes étaient enduites de plomb. Elle a commencé à oublier des choses simples, où elle avait mis ses clés de voiture, si elle avait verrouillé la porte, si elle avait éteint la cuisinière. Parfois, elle brûlait un feu rouge parce qu'elle n'avait pas remarqué le signal de circulation. Un conducteur venant de la direction opposée a klaxonné désespérément. Elena a sursauté et a soudainement écrasé les freins. En conséquence, son sac est tombé du siège passager et le contenu s'est répandu sur le sol. Elle est restée assise pendant quelques minutes, tenant fermement le volant, attendant que ses mains cessent de trembler. Après cet incident, elle a arrêté de conduire. Elle prenait le bus pour aller au travail, même si elle avait toujours détesté les transports en commun.
Au travail, la situation a empiré. Elena a fait une erreur dans son rapport trimestriel. Elle a inversé des lignes, et la différence atteignait presque 300 000. Ce n'est pas elle qui l'a découverte, mais une jeune stagiaire nommée Béa qui vérifiait les chiffres avant l'envoi. Béa s'est approchée d'elle calmement. Elle a posé l'impression sur la table et a chuchoté « Madame Elena, s'il vous plaît, jetez un coup d'œil à ceci. Il semble que quelque chose ne colle pas. » Elena a fixé les chiffres et n'a pas immédiatement compris quel était le problème. Puis elle l'a vu, et tout son corps est devenu froid. Elle n'avait jamais fait une erreur comme celle-ci, pas même lors de sa première année de travail. Une semaine plus tard, une autre erreur. Puis une autre. Ses collègues ont commencé à s'échanger des regards derrière son dos. Elena l'a remarqué, même s'ils essayaient d'être discrets. Isabelle, qui était sa collègue de bureau depuis des années, est entrée dans son bureau un jour. Elle a fermé la porte et s'est assise en face d'elle. Elena, dit-elle en regardant son amie avec une inquiétude évidente. Tu ne dors pas? Tu es pâle et tes yeux semblent sans vie. Tu es juste fatiguée, Isabelle. C'est la fin de l'année, tu sais. Elena a essayé de sourire, mais ses lèvres n'ont pas suivi et se sont transformées en une grimace tordue. Ce n'est pas de la fatigue. Je te connais depuis 20 ans. Même quand toi et Polo vous êtes séparés, tu n'étais pas comme ça. Peut-être que tu as besoin de voir un médecin. J'ai déjà vérifié. Ils n'ont rien trouvé. Isabelle est restée silencieuse, jouant avec ses doigts sur la table. Où es-tu allé voir un médecin? Au centre de santé. Puis chez un neurologue. Et qu'ont-ils dit? Fatigue chronique. Vitamine prescrite. Isabelle a été déconcertée, mais la conversation n'a pas continué. Et 2 jours plus tard, Monsieur Santos a convoqué Elena. Son bureau était au bout du couloir, spacieux, avec des rideaux lourds et un climatiseur qui était toujours allumé. Sur la table, comme d'habitude, il y avait une bouteille d'eau minérale ouverte et une pile de documents qu'il signait mécaniquement sans regarder. Mais maintenant, les documents étaient de côté. Monsieur Santos était assis, penché en arrière dans sa chaise, et regardait Elena avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ce n'était pas de la colère, pas de l'agacement, mais plutôt de la confusion. Madame Elena, commença-t-il à renifler. Vous savez probablement pourquoi je vous ai appelé. Oui, répondit-elle faiblement en s'asseyant sur la chaise en face. 3 erreurs en un mois. La dernière a failli être envoyée au BIR. Si Béa ne l'avait pas remarqué. Il agita la main. Ce n'est pas vous. Absolument pas, Madame Elena. J'attends. Je ne vous gronde pas. Je m'inquiète du fait que vous pourriez avoir besoin d'un examen. Un examen sérieux. Pas à notre centre de santé où chaque patient n'a que 5 minutes. Vous n'avez pas été vous-même ces derniers jours. Elena hocha la tête. Que pouvait-elle dire? Que elle-même ne comprenait pas ce qui lui arrivait? Qu'elle se réveillait chaque matin et ne pouvait pas sentir son propre corps? Que sa mémoire devenait comme du sable mouillé? Prenez quelques jours de congé, ajouta-t-il. C'était plus doux maintenant. Elena se rendit dans une polyclinique. Le médecin généraliste, une jeune femme nommée Dr Elena Cruz, avec des cheveux en queue de cheval et une blouse blanche un peu trop grande pour elle, écouta Elena. Elle prit sa tension artérielle et palpa son ventre. Sa tension artérielle était basse, 100 par rapport à la normale de 120. Son pouls était faible. Peut-être une anémie, dit le docteur Elena, et lui remit une ordonnance pour une numération formule sanguine complète, NFS, et vers un neurologue. Le neurologue, un vieil homme au visage fatigué, la fit marcher en ligne droite. Il leva ses bras et pointa le bout de son nez avec son doigt. Elena fit tout, bien que son doigt ait légèrement manqué son nez et qu'elle ait vacillé légèrement en marchant. Le neurologue écrivit quelque chose sur sa fiche. Il projeta une lampe de poche dans ses yeux et demanda si elle avait mal à la tête, des troubles du sommeil ou du stress au travail. Il y a du stress, répondit Elena. Eh bien, dit le neurologue, cela semble tout expliquer. Fatigue chronique ajoutée à l'épuisement nerveux. Cas classique pour votre âge. Magnésium, vitamine du complexe B, longue promenade au grand air, et essayez de dormir suffisamment. Elena acheta du magnésium et des vitamines à la pharmacie la plus proche. Elle les prit pendant 3 semaines. D'après ce qui était écrit sur l'emballage, ils n'ont pas aidé.
rien n'a changé. La lourdeur matinale était toujours là et ses pertes de mémoire sont devenues plus fréquentes. Une fois, elle a vu une casserole de riz brûlée dans la cuisine et ne pouvait pas se rappeler quand elle l'avait mise. Une autre fois, elle a trouvé ses chaussures de marche près de la porte mouillées par la pluie, même si elle était sûre d'avoir été à la maison toute la nuit. Elena commença à avoir peur, non pas une peur abstraite, mais une peur spécifique de perdre la raison. Peur qu'un matin elle se réveille sans se souvenir de qui elle était, ou qu'elle ne se réveille plus jamais. Elle a perdu 8 kilos. Ses jupes étaient lâches autour de sa taille et son blazer pendait sur ses épaules comme sur un cintre. Dans le miroir de la salle de bain, une femme étrange la regardait, pâle, avec les joues creuses et des cernes sous les yeux qu'aucune quantité de fond de teint ne pouvait cacher. Elena a arrêté de se regarder dans le miroir. Elle se coiffait simplement en utilisant ses sens. José regardait tout cela avec une expression compatissante sur le visage. La nuit, il s'asseyait à côté d'elle sur le canapé. Il la prenait par le bras et disait doucement, « Elena, peut-être devrais-tu penser à prendre ta retraite. Pourquoi te rends-tu la tâche plus difficile? Ta santé est plus importante. Je vais chercher un travail. Nous nous débrouillerons d'une manière ou d'une autre. » Quel genre de travail, José? Elena ne voulait pas que son ton soit dur, mais la fatigue rendait sa voix sèche. Tu cherches depuis 2 ans. On trouvera. Il y a des projets sérieux qui arrivent. Ne t'inquiète pas. Il lui frotte la tête, lui apporte une couverture et pose une tasse de tisane devant elle. C'est la même mixture qu'il prépare chaque soir. Elena la boit parce que le thé est la seule chose qui, selon elle, peut la détendre ne serait-ce qu'un peu. Après cela, le sommeil vient lourd, profond, sans rêve. Et le matin, il y a de nouveau le corps lourd et le vide de l'esprit. Juste au plus fort de ce cauchemar, Isabelle entra de nouveau dans son bureau. Cette fois, elle ne s'assied pas. Elle reste debout près de la porte, les bras croisés, et parle avec détermination, comme quelqu'un qui a réfléchi longtemps et a finalement pris une décision. Elena, écoute. Ma sœur Valérie était dans une situation similaire il y a 3 ans. Faiblesse, esprit qui ne fonctionne pas, mémoire comme un treillis. Elle avait vu 10 médecins. Aucun n'avait rien trouvé. Elle a failli être envoyée dans un hôpital psychiatrique. Puis elle est allée voir un médecin vétéran, le docteur Alejandro Villanueva. Il a une petite clinique privée dans une rue de Quezon City. Il ne demande pas beaucoup. En 2 rendez-vous, il a découvert le problème. Il s'est avéré qu'il y avait un problème de thyroïde que personne n'avait remarqué. Elle a été soignée et maintenant elle est comme neuve. J'ai noté son numéro pour toi. Isabelle posa un morceau de papier avec un numéro dessus sur la table. Elena le regarda. Elle voulait dire qu'elle en avait assez des médecins inutiles et qu'il ne servait à rien d'y aller s'il ne trouvait rien. Mais elle vit les yeux sérieux d'Isabelle, presque suppliants, et elle resta simplement silencieuse. Elle prit le papier et appela ce soir-là. Pendant que José n'était pas à la maison, une femme à la voix douce répondit. Elle se présenta comme la réceptionniste de la clinique. Elle fixa un rendez-vous pour Elena après-demain à 10 heures du matin. Le docteur Villanueva demande tous vos résultats d'examen précédents si vous en avez, ajouta-t-elle à la fin. La clinique était exactement comme Isabelle l'avait décrite, petite, calme, nichée dans une cour à Quezon City. Un bâtiment de 2 étages en briques beige. Pas d'enseigne tape à accent grave-l'œil, juste une petite plaque à l'entrée, Hope Medical Clinic. Pratique privée. À l'intérieur, cela ne sentait pas l'hôpital mais comme chez quelqu'un. Ça sentait le bois, les livres et une touche de lavande. Dans le couloir, il y avait 2 fauteuils moelleux et une table basse avec de vieux magazines. Au mur, une copie d'un tableau d'Amor Solo était accrochée. La réceptionniste, une femme d'un certain âge assez replète avec des lunettes suspendues à une chaîne, accompagna Elena dans le couloir jusqu'à la dernière porte. Elle frappa et ouvrit. Docteur Villanueva, votre patiente est là. Le bureau était petit et semblait ne pas avoir changé depuis 30 ans. Une table sombre en bois lourd avait des rayures sur les bords. Sur la table se trouvait une lampe de bureau avec un abat-jour vert, une pile de dossiers médicaux et un stylo à billes. À droite se trouvait une armoire vitrée, et derrière la vitre se trouvaient des livres de médecine, certains très vieux. Sur le mur derrière le bureau, un diplôme jauni était encadré. À côté se trouvaient quelques lettres de remerciement de patients, également encadrées, et une petite photographie d'un jeune médecin en blouse blanche devant un hôpital. À en juger par l'apparence,
elle avait été prise au début des années 80. Le docteur Villanueva se leva pour l'accueillir. Il était bien avancé dans la soixantaine, mais il se déplaçait avec assurance, pas pressé, mais calmement, comme quelqu'un qui avait l'habitude que le temps travaille pour lui, et non contre lui. Il était mince, pas trapu. Il avait une barbe blanche soignée taillée court. Ses lunettes à monture épaisse étaient un peu de travers sur son nez, de sorte qu'il semblait regarder le monde sous un angle léger. Sa poignée de main était sèche, légère, mais ferme. « Asseyez-vous, Madame Reyes. Dites-moi tout depuis le début. » Elena lui parla des malaises matinaux, des vertiges, des pertes de mémoire, des erreurs au travail, de sa perte de poids, de son abandon de la conduite et du moment où elle avait arrêté de se regarder dans le miroir. Elle parla pendant longtemps, environ 20 minutes, et le docteur Villanueva ne l'interrompit pas. Il écoutait simplement. Sa tête était légèrement inclinée et occasionnellement il écrivait dans un carnet, non pas sur l'ordinateur, mais dans un carnet avec un simple stylo à billes. Quand elle eut fini, le médecin ne fit pas de commentaire immédiat. Au lieu de cela, il commença à poser des questions. Et là, Elena comprit pourquoi Isabelle avait insisté pour qu'elle soit celle qui y aille. Les questions étaient différentes. Pas où avez-vous mal ou comment avez-vous dormi, mais très différentes. Que mangez-vous au petit déjeuner, a-t-elle demandé. Habituellement du pain de salle avec du fromage, parfois du sinangag et des œufs. Qui cuisine? Mon mari. Il prépare généralement le dîner aussi, ou nous deux ensemble. Que buvez-vous avant de vous coucher? Du thé. Un mélange d'herbes. José le prépare. Le docteur Villanueva a légèrement haussé les sourcils mais n'a rien dit. Il a écrit quelque chose dans son carnet. Prenez-vous des médicaments, des vitamines ou des compléments alimentaires? Des vitamines, du magnésium et de la B6. Et là, José achète aussi des vitamines complexes en capsules jaunes qui seraient destinées au système immunitaire. Où sont-elles conservées? Dans la cuisine? Dans le placard au-dessus de l'évier. Qui d'autre utilise ce placard? Nous deux. Notre trousse de premiers soins s'y trouve, des pansements, des médicaments contre la fièvre, un spray nasal. Le docteur Villanueva a retiré ses lunettes. Il les a essuyées avec un chiffon doux qu'il a sorti de la poche de sa blouse. Il les a remises et a regardé directement Elena. Sans sourire, il a dit, « Madame Reyes, je veux que vous fassiez une analyse de sang complète. Pas la numération formule sanguine ordinaire que vous avez déjà faite, mais un bilan complet incluant un dépistage toxicologique. Nous allons rechercher la présence de diverses substances dans votre corps, y compris celles qui ne sont pas détectées lors des tests ordinaires. » Toxicologie, a demandé Elena avec surprise. Pourquoi? Je n'ai aucune. Je ne dis pas que vous avez un vice. Je veux juste éliminer toutes les possibilités. Vos symptômes ne sont pas typiques d'une fatigue chronique ordinaire. J'ai besoin d'une vue d'ensemble pour comprendre ce qui se passe. Il lui a tendu un formulaire de demande, rédigé d'une écriture petite et soignée. Veuillez faire cela demain matin à jeune. Le laboratoire se trouve juste ici, au rez-de-chaussée. Le résultat sera disponible sous 3 jours. Revenez me voir avec. Le lendemain, Elena a fait une prise de sang. La technicienne médicale, une femme âgée aux mains douces, a facilement trouvé sa veine, a prélevé quelques tubes de sang et a placé du coton sur son bras. Ne le retirez pas pendant 1 minute, a-t-elle dit. Elena s'est assise docilement dans le couloir, tenant le coton et pensant, pourquoi la toxicologie? Que soupçonne-t-il? Elle était nerveuse. Mais dans cette anxiété, quelque chose de nouveau était apparu, un faible espoir que quelqu'un découvre enfin le problème. Les 3 jours passèrent lentement. José ne remarqua rien. Elena ne lui parla pas de sa visite chez le docteur Villanueva. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi, elle restait simplement silencieuse. Le soir, elle buvait son thé comme d'habitude. Le matin, elle se réveillait avec le même poids. Le 3e jour, Elena est retournée à la clinique. La réceptionniste lui a remis une enveloppe scellée contenant les résultats. Elle a parcouru le couloir familier et a frappé à la porte du cabinet. Elle a été accueillie par le docteur Villanueva, qui se tenait debout. Il a pris l'enveloppe, a désigné la chaise et s'est assis à son bureau. Il a soigneusement ouvert l'enveloppe à l'aide d'un coupe-papier. Il a sorti les feuilles et a commencé à lire. Elena observait son visage et voyait comment il changeait.
d'abord, la concentration. Puis, un léger mouvement de sourcil. Ensuite, il a enlevé ses lunettes. Elles ont été essuyées, portées à nouveau, et lues à nouveau. Ses doigts tenant le papier tremblaient légèrement. « Madame Reyes » a-t-il dit, et sa voix était différente de la dernière fois qu'il s'était vu. Plus prudente, plus faible. « Veuillez répéter votre nom de jeune fille. » Un long et lourd silence s'ensuivit. Le docteur Villanueva a lentement posé les résultats sur la table. Elena a vu la couleur quitter son visage pas soudainement, mais progressivement, comme si quelqu'un avait fermé un robinet invisible. « Votre mari est-il José Reyes ?» Son cœur battait si fort qu'elle sentait le pouls dans sa gorge. « Oui. » « Pourquoi ?» Il a détourné le regard, fixant la fenêtre où une branche d'arbre bougeait. Il est resté silencieux pendant 5 secondes, 10 secondes. Puis il s'est retourné. « Écoutez attentivement. Voici vos résultats. Voyez par vous-même. » Il lui a présenté le papier et a désigné une ligne au milieu de la page. Elena a baissé la tête. Elle n'était pas médecin, mais le format des résultats était clair. À gauche se trouvait le nom du test. La valeur était à droite. La plage normale se trouvait plus loin à droite. Une ligne était surlignée en rouge, benzodiazépine. Concentration détectée. Et il y avait des chiffres qui ne signifiaient rien pour Elena sous une autre ligne rouge avec le nom d'un médicament dont elle n'avait jamais entendu parler. Quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Sa voix était rauque, presque un murmure. Le docteur Villanueva a posé ses mains sur la table et a parlé lentement. Chaque mot était pesé. Cela signifie qu'il y a une présence régulière d'un médicament psychotrope puissant dans votre organisme, un sédatif du groupe des benzodiazépines. Ces médicaments ne sont prescrits que par un médecin et à des doses strictement contrôlées. Une utilisation prolongée provoque exactement les symptômes que vous avez décrits, somnolence, faiblesse, perte de mémoire, confusion et baisse de la concentration. Quelqu'un vous a-t-il prescrit cela? Rien. Je n'ai rien bu de tel. Êtes-vous sûr? Aucun médecin ne vous a donné de somnifères, de tranquillisants ou de sédatifs? Rien. Juste du magnésium et des vitamines. Le docteur Villanueva a hoché la tête. Il a enlevé ses lunettes et les a posées sur la table. Sans lunettes, ses yeux paraissaient plus petits et plus vieux, fatigués, mais vifs. Il n'y a donc qu'une seule conclusion. Quelqu'un vous en donne à votre insu. Le silence dans le bureau devint épais, presque tangible. Elena entendait le tic-tac de l'horloge à l'extérieur, le froissement d'une branche contre la fenêtre, et son propre cœur battre bruyamment, lourdement, comme s'il voulait se libérer. Le docteur Villanueva s'est levé de son bureau et s'est approché de l'armoire avec le miroir. Il est revenu s'asseoir et a ouvert un dossier. À l'intérieur se trouvaient plusieurs feuilles de papier. « Je dois vous dire quelque chose » a-t-il dit. Et il y avait quelque chose de différent dans sa voix qui n'y était pas auparavant, de la tension, presque du regret. C'était il y a environ 8 mois. Un homme est venu à ma clinique. Il s'est présenté comme José. Il n'a pas dit son nom de famille. Environ 45 ans. Robuste. Les yeux sont gris. Il parlait calmement et respectueusement. Elena a arrêté de respirer. Il a dit que sa femme était dans un état grave, dépression nerveuse, crise de panique, insomnie. Il a demandé quels médicaments pouvaient être administrés pour cela. Le docteur Villanueva a jeté un coup d'œil à ses notes pour se calmer. C'est exactement ce qu'il a dit. J'ai donné une recommandation standard, des sédatifs légers en vente libre, de la racine de valériane, de la mélatonine le soir. J'ai expliqué que les médicaments sérieux devaient être prescrits par un médecin après un examen. Il a retourné la feuille. Il est parti et est revenu 2 semaines plus tard. Cette fois-là, la conversation a pris un tour différent. Ces questions sont devenues plus spécifiques. Quelle dose est nécessaire pour rendre quelqu'un plus calme, moins nerveux et moins porté à la dispute? Et quels sont les effets secondaires d'une utilisation à long terme? Il s'intéressait personnellement aux effets secondaires, perte de mémoire, confusion, faiblesse, baisse d'énergie. Il les demandait comme s'il dressait une liste de ce qu'il fallait acheter. Le docteur Villanueva a de nouveau nettoyé ses lunettes. Il semblait que c'était son habitude dans les moments de tension. Il a regardé Elena dans les yeux. Il s'est tu. Elena restait immobile.
Ses mains étaient sur ses genoux, elle ne les sentait plus. Dans son esprit, cet esprit même qui, ces derniers mois, semblait enveloppé de brouillard, tout est soudainement devenu si clair et effrayant, comme si quelqu'un avait allumé la lumière dans une pièce sombre. Et elle a tout vu d'un coup, chaque tasse de thé le soir, chaque capsule jaune, chaque commentaire disant qu'elle travaillait trop, chaque suggestion qu'elle devrait prendre sa retraite. Vous voulez dire que mon mari... Elle n'a pas terminé la question. Sa gorge s'est serrée. Le docteur Villanueva a parlé lentement. Chaque mot était pesé. Ce que je veux dire, c'est ceci, des médicaments ont été trouvés dans votre sang qui n'ont été prescrits par aucun médecin. Vous dites que vous ne les prenez pas de votre propre chef, et votre mari est venu me voir il y a 8 mois avec des questions qui concernent directement les effets de ces médicaments. Je suis médecin, pas enquêteur. C'est à vous d'en tirer la conclusion. Mais je vous recommande vivement de prendre cela au sérieux. C'est très grave. Il lui a remis une copie des résultats. Ceci est votre copie. Gardez-la en lieu sûr. Et encore une chose, il a légèrement baissé la voix. Soyez prudente. Si ce que nous pensons est vrai, ne le montrez pas. Pas immédiatement. Protégez-vous d'abord. Elena a pris le papier. Ses doigts tremblaient et le papier était légèrement froissé. Elle s'est levée, voulant dire quelque chose, exprimer sa gratitude et demander que faire ensuite, mais aucun mot n'est sorti. Le docteur Villanueva a semblé comprendre. Il a simplement hoché la tête et a dit « Vous avez mon numéro. Appelez-moi n'importe quand. » Elena a quitté le bureau. Elle a parcouru le couloir, devant le tableau d'Amor Solo sur le mur, devant la réceptionniste qui disait quelque chose derrière son dos. Elle n'entendait pas. Elle a poussé la porte, est sortie et s'est arrêtée. L'air était froid, sentant les feuilles mouillées et la fumée. Une voiture passait, une porte s'est fermée, un enfant a ri. Le monde continuait de tourner. Mais à l'intérieur d'Elena, tout s'effondrait silencieusement, sans un bruit, comme une maison dont on aurait retiré les fondations. Elle se tenait devant la clinique, serrant le dossier avec les résultats. Sa première pensée fut de rentrer chez elle, de jeter le papier à la figure de José, de crier et d'exiger une explication. Elle a commencé à marcher vers sa voiture. Mais quelque chose l'a arrêtée, peut-être cette partie de son esprit qui fonctionnait enfin sans le brouillard chimique. Si José découvrait qu'elle savait déjà, cela gâcherait tout. Le pot de thé serait lavé, les emballages seraient jetés, l'historique sur le téléphone portable serait effacé, et il ne resterait plus rien d'autre que les résultats des tests et les paroles d'un vieux médecin qui pourraient être considérés comme une coïncidence. Elena a sorti son téléphone et a appelé Isabelle. Isabelle, sa voix était rauque. Elle a dû tousser. Peux-tu venir me chercher? Je suis à la clinique. Qu'est-ce qui s'est passé? Isabelle a immédiatement perçu quelque chose dans son ton. J'arrive. Je te raconterai l'histoire dans la voiture. Isabelle est arrivée 20 minutes plus tard dans sa vieille voiture bleue. Elena est montée côté passager. Elle a fermé la porte et a regardé droit devant elle en silence pendant quelques secondes. Puis elle a commencé à parler. Elle lui a tout raconté, les tests, les benzodiazépines, la visite de José chez le docteur Villanueva, et les questions sur le dosage et les effets secondaires. Elle parlait calmement, sans larmes, de manière presque mécanique. Isabelle écoutait sans l'interrompre. Seuls ses doigts sur le volant devenaient blancs. Quand Elena s'est tue, Isabelle n'a pas été surprise et n'a pas demandé « Es-tu sûr ?» Elle a démarré la voiture et a dit une seule phrase « Ne rentre pas chez toi. Reste d'abord chez moi. » Elena a passé la nuit chez Isabelle. Elle a dormi dans la chambre d'amis sur un vieux canapé lit qui sentait la lessive et un peu les poils de chat. Elle a appelé José et a dit qu'elle était chez son ami depuis longtemps, qu'elle avait bu et qu'elle était incapable de conduire. Il a répondu calmement « D'accord, repose-toi. Je vais juste regarder la télé ici pour le moment. » Une voix normale. Un mari attentionné. Elena était allongée dans le noir, écoutant les bruits dans la cuisine et se remémorant les derniers mois. Le thé aux herbes tous les soirs, la capsule jaune, le « tu travailles trop, peut-être devrais-tu prendre ta retraite ». Chaque mot, chaque geste, tout ce qu'elle pensait être de la bienveillance formait maintenant une image différente. Et face à cette image, elle avait envie de hurler. Le lendemain, Elena est retournée à l'appartement, mais pas seule. Isabelle attendait en bas dans la voiture, moteur tournant.
José était parti pour ses réunions de projet, qui duraient généralement 3 heures. Elena avait du temps. Elle a commencé par la cuisine. Elle a ouvert le placard où se trouvait la trousse de premiers soins. À côté se trouvait le pot de capsules jaunes. Vitamines et minéraux complexes, disait l'étiquette. Elle l'a ouvert et en a versé quelques-unes dans sa paume. Des capsules ordinaires, sans marquage. Elle en a mis 2 dans un petit sac en plastique. Ensuite, le thé. Sur une étagère, il y avait 3 boîtes, thé noir, thé vert et le mélange d'herbes. Elle a ouvert la boîte de mélange d'herbes. À la surface se trouvaient des feuilles sèches et des fleurs. Mais en creusant plus profondément, quelque chose de blanc a brillé. Elle a vu au fond une fine poudre blanche qui semblait avoir été soigneusement mélangée aux plantes séchées. Ses mains tremblaient. Elle a transféré une partie du contenu du fond de la boîte dans un autre sac en plastique. Ensuite, les poches de la veste de José. Dans la poche gauche de son manteau d'hiver se trouvait un morceau de papier froissé, un reçu d'une pharmacie datant de 4 mois. Il était écrit, comprimé de clonazépam 1 mg. Quantité, 420. Espèce. Le clonazépam, une benzodiazépine, exactement le type de médicament trouvé dans son sang. Elle s'est rendue dans la pièce que José utilisait comme bureau. Dans le deuxième tiroir du bureau, sous des papiers avec des dessins, il y avait un document imprimé sur Internet. Le titre, signe de l'incapacité à être indépendant, comment demander la tutelle d'un parent. Les phrases étaient claires, une personne souffrant de troubles mentaux ne comprend plus le sens de ses actes. Requête au tribunal pour déclarer une personne légalement incapable. Le tuteur gérera les biens de la personne protégée. C'était ça. C'était le mobile. Pas voler des bijoux, quelque chose de plus grand. L'appartement à San Juan, la maison de repos à Taguete, les économies. Tout ce pourquoi Elena avait travaillé dur pendant 30 ans. José n'allait pas la tuer. Pourquoi s'embêter? Son plan était plus simple, la rendre comme un légume jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus travailler, penser ou prendre de décision. Ensuite, le tribunal, un certificat médical, la tutelle, et tous ses biens passeraient sous son contrôle. Elena a pris une photo du document avec son téléphone et l'a remis dans le tiroir. Ce soir-là, elle est rentrée chez elle comme d'habitude. José était dans la cuisine en train de faire frire du poisson. « Oh, te voilà. Tu as pu faire une pause chez Isabelle ? » ?»« Oui, merci. Le dîner est presque prêt. Assieds-toi. Je vais te préparer du thé. » Elle s'est assise. José a placé une assiette de riz et de poisson et une tasse de thé aux herbes devant elle. L'odeur familière lui a frappé le nez et elle a failli vomir. Mais elle s'est contrôlée, a souri et a fait semblant de prendre une gorgée. Quand José s'est détourné pour laver la poêle, elle s'est rapidement levée, est allée à l'évier et a vidé le thé. Elle est revenue à la table. « Le thé est délicieux, a-t-elle dit. Merci, mon cher. » Elle a mangé en regardant la personne qu'elle avait laissée entrer dans sa vie, qui, depuis 2 ans, l'empoisonnait chaque jour en souriant. Le lendemain, avec l'aide d'Isabelle, Elena a trouvé une avocate, maître Nina Mercado, une femme d'une 50aine d'années spécialisée dans les affaires criminelles familiales. Elena a tout exposé, les résultats des tests, la poudre de la boîte de thé, le reçu de clonazépam et la photo du document de tutelle. Madame Reyes, a dit maître Mercado, ce n'est pas un différend conjugal. C'est un empoisonnement systématique. Si nous pouvons prouver qu'il y avait une intention de s'approprier vos biens en vous déclarant incapable, cela pourrait être considéré comme une tentative d'homicide. Vous avez de la chance. Vous avez un rapport toxicologique, des preuves et un témoin médical. L'avocate l'a aidé à déposer une plainte officielle auprès de la police. Dans le même temps, Elena a subi un autre examen médical indépendant. Celui-ci a confirmé la présence de benzodiazépine. Le mélange d'herbes a été analysé par un laboratoire de police scientifique, il s'est révélé positif au clonazépam en poudre. La police a ouvert une enquête. L'avocate lui a conseillé de rester chez elle avec José. Si vous partez, il aura des soupçons. Pendant l'enquête, agissez normalement. Ce furent les 2 semaines les plus dures de la vie d'Elena, s'asseoir à la même table que la personne qui l'empoisonnait et lui sourire. Elle a appris à jeter le thé sans se faire remarquer. Chaque matin, son esprit devenait plus clair, et avec cette clarté venait la colère, une colère froide et concentrée. L'enquête fut rapide.
On apprit que José Reyes n'était pas ingénieur. Il n'avait pas de diplôme. L'année passée, il avait cumulé divers emplois, porteur, agent de sécurité, chauffeur. Il devait plus d'1 million. Il y eut un autre détail qui coupa le souffle d'Elena, l'enquêteur apprit que José avait déjà été marié. Sa première femme, Cristina, vivait désormais à Cebu. Ils ont interrogé Cristina, et elle a raconté qu'au cours de la dernière année de leur mariage, elle avait ressenti les mêmes symptômes, faiblesse, oubli et difficulté à se concentrer. Elle pensait que c'était simplement dû au stress. Ce qui l'a sauvée, c'est son frère, qui l'a emmenée de force en province pendant 1 mois. Sans les vitamines de José, elle s'était sentie à nouveau normale en 3 semaines. Elle n'avait pas porté plainte car elle craignait de ne pas être crue. José a été arrêté un matin alors qu'il quittait leur immeuble. Elena a regardé la scène depuis la fenêtre de la cuisine. 2 policiers en civil se sont approchés de lui. Une pièce d'identité a été présentée. Quelques mots ont été échangés. José s'est arrêté, et Elena a vu le léger mouvement de son épaule. Puis il s'est redressé et a marché avec eux jusqu'à la voiture. Il ne s'est pas retourné. Le procès a été fixé 9 mois plus tard. Pendant ce temps, Elena a appris à revivre. Son corps, empoisonné pendant des mois, revenait lentement à la normale. Sa mémoire revenait progressivement. Elle a repris le travail après 3 mois. Ses collègues savaient ce qui s'était passé, mais personne ne posait de questions. Béa, la stagiaire, a discrètement déposé un petit pot de fleurs sur son bureau. Cristina est venue de Cebu pour témoigner. Elle tremblait en racontant son expérience. Toute la salle d'audience était silencieuse quand elle a fini. Le docteur Villanueva a témoigné en tant qu'expert. Il a décrit calmement et avec précision les 2 visites de José et ses questions étranges. José, assis derrière les barreaux, a également parlé avec calme, comme d'habitude. J'ai juste donné des médicaments à ma femme par souci pour elle. Elle ne pouvait pas dormir. Elle était nerveuse. Je voulais juste l'aider. Sa voix était calme et convaincante. Pendant une seconde, Elena a cru entendre à nouveau la voix de José caressant sa main. Mais ce ne fut que pour une seconde. La sentence fut de 6 ans de prison pour le crime de blessure physique grave. Leur mariage a été annulé. Elena a quitté le tribunal. Il faisait chaud, avec une odeur de fleurs fraîchement écloses. Isabelle l'attendait dehors. Elle a serré Elena dans ses bras. Elles sont restées là en silence pendant que les gens passaient. La vie ne redeviendrait jamais comme avant, elle était devenue différente. Elle était capable de conduire à nouveau sans peur. Elle voyait à nouveau les erreurs dans les rapports au premier coup d'œil. Elle s'endormait et se réveillait en se souvenant de tout. Parfois, elle rendait visite au docteur Villanueva, non pas en tant que patiente, mais en tant qu'amie. Ils préparaient du thé noir ordinaire et ils parlaient de livres et de leur vie. Un jour, alors qu'elle remuait le sucre dans sa tasse, le docteur a dit doucement, « Vous savez, Madame Reyes, un médecin n'est pas seulement un guérisseur. C'est quelqu'un qui voit ce que les autres ne voient pas. J'ai eu de la chance de vous voir au bon moment. » Elena était assise en face de lui, tenant la tasse chaude. Regardant par la fenêtre où la branche d'arbre bougeait, elle a réalisé que c'était le même arbre qu'elle avait vu lors de sa première visite, quand son monde était encore couvert de rosée. L'arbre était vert maintenant. Un moineau était perché sur une branche.